Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur RTI 1, voici les titres de ce journal. C'est à Bienouan que nous ouvrirons ce journal. La station de traitement d'eau de la localité vient d'être remise en service au grand bonheur des habitants et des autorités locales. Vous le verrez en tout début de journal. La délégation du Congrès américain composée de sénateurs démocrates et républicains en visite de travail en Côte d'Ivoire s'est rendue hier à Agboville. Sur place, elle a visité des plantations de cacao et des centres de santé. Pyongyang a testé ce dimanche une bombe à hydrogène, un essai qui s'est révélé être une réussite pour le président américain Donald Trump. La politique d'apaisement envers les Nord-Coréens ne fonctionnera pas. Voilà pour les titres, nous sommes le 3 septembre. Afin de participer pleinement à l'efficacité du système éducatif ivoirien initié par la ministre Kandia Camara, la DESPES, Direction des stratégies de la planification et des statistiques, a mis en œuvre de nouveaux outils capables de faciliter la gestion des informations scolaires. L'objectif est de collecter de façon exhaustive les données des établissements secondaires du public et du privé en vue de mettre à disposition des indicateurs pertinents pouvant aider à la prise de décision, d'où la création du logiciel École Média, une innovation apportée à l'inscription en ligne. Tout à l'heure, pour en parler, nous recevrons dans le cadre du magazine du dimanche Mamadou Fofana, le directeur de la stratégie, de la planification et des statistiques au ministère de l'Éducation nationale. Bonjour Monsieur Fofana. Bonjour Monsieur David. Bienvenue sur notre plateau. Merci. On se retrouve dans 30 minutes. Pas de problème. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Prenons tout de suite la direction de Bienouan, dans le département d'Aboisseau, où la station de traitement d'eau potable vient d'être remise en service au grand bonheur des habitants de la localité. C'était en présence des autorités locales et du représentant du ministre des Infrastructures économiques. Le témoignage de Gabriel Zani. L'eau est pure et buvable. La station de traitement d'eau potable de Bienouan remise en service ce jeudi 30 août. Pendant près de 7 mois, elle est restée fermée, l'eau devenue trop boueuse, difficile à traiter. En cause, les activités des orpailleurs clandestins installés en amont du fleuve au Ghana voisin, explique le directeur de l'exploitation à l'ONEP, Office national de l'eau potable. Le problème, c'est se passait au Ghana. Les gens qui se donnaient aux activités d'orpaillage mettaient dans cette eau-là assez de boue et l'eau était boueuse, de telle sorte que ce compartiment que vous voyez, ce dispositif, n'était pas à même de pouvoir traiter cette eau-là. C'est pour cela qu'on l'a arrêté. Et puis, autre motif aussi, on se disait que cette eau qui venait pouvait être polluée par des agents chimiques qu'utilisent les orpailleurs. Cette remise en service est le résultat de plusieurs mois de travail acharné et aussi de discussions avec les autorités ghanéennes. Un succès. Les autorités ivoiriennes s'en réjouissent. Grâce aux interventions du président de la République et du Premier ministre, ces problèmes ont été résolus. Nous avons mis un peu de temps pour faire toutes les analyses possibles. Et il y a cela 3 jours, on a été informé par la SODECI que les problèmes ont été résolus et qu'il fallait reprendre la desserte en eau potable de la ville de Bienouan. Le captage de l'eau brute se fait ici, dans la Bia, le fleuve transfrontalier. Elle est acheminée dans des tuyaux à la station de traitement pour suivre le circuit de la salle de traitement, au filtre à sable et enfin à la bâche qui sert à stocker l'eau potable. La station a une capacité de production de 1300 mètres cubes, soit 1 300 000 litres par jour, de quoi satisfaire les attentes en eau potable des 11 000 habitants de Bienouan, localité du sud-est de la Côte d'Ivoire. Et pour sa mandature 2017-2018, le Rotary Club Abidjan Elixir, lui aussi, veut faire de l'approvisionnement en eau potable son cheval de bataille. Le Club Service vient d'initier un gala de bienfaisance pour la collecte de fonds en vue de faciliter l'accès à l'eau potable pour tous. Tombola et vente aux enchères d'œuvres d'art ont meublé ce gala, dont le parrain Gaoussou Touré a offert 1 million de francs CFA pour soutenir les actions du Rotary Abidjan Elixir. Issa Yeo. L'approvisionnement en eau potable, c'est l'axe stratégique choisi par le Rotary Abidjan Elixir pour sa mandature 2017-2018. Pour atteindre cet objectif, un gala de bienfaisance pour collecter des fonds. Au menu de ce gala, des ventes aux enchères, des travaux d'œuvres d'art et des tombolas. Le ministre Gaoussou Touré, parrain de la cérémonie, a félicité le Rotary Abidjan Elixir pour ses actions en faveur des démunis et exprimé son engagement à être toujours
aux côtés des Rotariens pour apporter le bien-être aux populations. Il a par la suite invité les Rotariens à faire un tour dans la région du Kabadougou. Vous êtes intéressés à fournir de l'eau potable aux populations. Et à Odiéné, nous avons encore beaucoup de populations qui n'ont pas de l'eau potable. Donc, à votre côté, nous allons faire ce que nous pouvons pour que toutes les localités au niveau des districts puissent avoir de l'eau potable. Le parrain a offert la somme d'1 million de francs CFA comme contribution. Le club service a déjà initié plusieurs actions dans la lutte contre les maladies, un des champs d'action du Rotary International. Cette cérémonie a servi de cadre pour la passation des charges entre le président sortant Ousmane Kouyaté et Mariam Suiti, la nouvelle présidente. Rendons-nous maintenant à Agboville, où s'est rendue hier la délégation du Congrès américain, composée de sénateurs démocrates et républicains, en visite de travail en Côte d'Ivoire. Une fois dans la région de Lamé, les membres de la délégation ont visité des plantations de cacao et des centres de santé, une action qui s'inscrit, selon eux, dans le cadre de la redynamisation des liens bilatéraux Côte d'Ivoire-États-Unis. Sidonie Davila. Assis sous ces cacaoyers dans le campement David à Agboville, les sénateurs américains s'imprègnent des réalités des planteurs. De la pépinière à la récolte, cette forte délégation conduite par le sénateur Christopher Coons a été instruite sur les bonnes pratiques agricoles appliquées dans cette plantation-école pour un cacao de qualité. Une autre escale de cette visite de projet à Agboville, le centre de santé. Ici, les malades atteints du VIH-Sida sont traités et formés aux bonnes règles, un projet que finance le PEPFAR, le plan d'aide d'urgence à la lutte contre le sida, depuis 2002 à hauteur de 160 millions de dollars par an. Accompagné de la nouvelle chargée d'affaires de l'ambassade des USA en Côte d'Ivoire, ces responsables américains inscrivent cette visite dans la région de Lamé dans le cadre du renforcement des relations entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est de retourner aux États-Unis et de dire que nous sommes venus, nous avons vu l'importance donc de ces fonds et renforcer la nécessité d'avoir des programmes qu'on va mettre en œuvre dans ces différents pays où on a des fonds. Avant leur arrivée en Côte d'Ivoire, les sénateurs américains ont posé leurs valises au Nigeria et au Ghana pour les mêmes raisons, renforcer les liens bilatéraux. Leur passage en Côte d'Ivoire aura été marqué par cette visite à Agboville, localité Abé, qui a tenu à faire d'eux des hôtes spéciaux. Un chiffre à présent, 54. C'est le nombre de cabinets d'experts en environnement officiellement autorisés à exercer leur métier. L'étude d'impact environnemental de divers projets qui leur sont soumis. La ministre Anne-Désirée Oloto les a exhortés à être des défenseurs d'un environnement sain. Le compte-rendu de Grace Kando. 54 représentants de bureaux d'études et consultants indépendants ont reçu leur agrément pour la conduite des études d'évaluation environnementale. L'objectif est de permettre à ces experts de l'environnement d'exercer dans un cadre réglementaire bien défini. Les bureaux d'études viennent en appoint en tant qu'appendice de l'État pour donc mettre en œuvre les études d'impact environnemental conformément aux termes de référence édictés par l'Agence nationale de l'environnement. Donc cet agrément nous confère donc un caractère important donc, dans la mise en œuvre de ces études-là. Ça nous permet de faire notre travail et de montrer que nous sommes un cabinet correct, qui faisons notre travail dans les règles de l'art et en conformité avec les lois ivoiriennes. La Constitution ivoirienne stipule en son article 27 que le droit à un environnement sain est reconnu à tous. Dans cette perspective, le gouvernement a pris des mesures, notamment au plan institutionnel, avec la création de l'Agence nationale de l'environnement dénommée l'ANDE. L'ANDE, au-delà de sa mission de garantir la prise en compte des préoccupations environnementales dans les politiques, dans les plans et programmes, ainsi que les projets de développement, est chargée, entre autres, de conduire la procédure de mise en œuvre des études d'impact environnemental, cet agrément que vous avez longtemps espéré, au-delà du volet économique qu'il représente pour vous, se doit en vérité d'être
votre engagement à garantir à nos concitoyens leurs droits à un environnement sain. Et ce, bien évidemment, en synergie avec l'action gouvernementale. La ministre Anne-Désirée Ouloto a encouragé ses experts de l'environnement à insuffler la rigueur et le professionnalisme dans l'exercice de leur mission. Le CREFDI, Centre de recherche et de développement intégré, est une ONG. Il a procédé récemment dans la commune du Plateau, ici à Abidjan, à sa deuxième présentation des résultats de l'enquête d'opinion. Une enquête dont les études ont porté sur la situation de l'emploi, l'état de droit et la performance du gouvernement. L'objectif est d'aider à l'amélioration des politiques publiques pour une bonne condition de vie des populations. Davis Oyo, Herman Guivet. Contribuer à l'amélioration des politiques publiques pour une meilleure condition de vie des populations. Voici l'objectif de l'ONG Centre de recherche et de formation sur le développement intègre, le CREFDI. Pour l'atteinte de cet objectif, des enquêtes d'opinion sont menées sur plusieurs sujets, notamment la situation de l'emploi, l'état de droit et la performance du gouvernement. Selon les indicateurs qui ressortent de cette enquête, 55% sont satisfaits de la police et un Ivoirien sur 10 a lu la nouvelle constitution. Au niveau de l'emploi, nous avons remarqué au travers de cette enquête qu'il y a beaucoup plus d'Ivoiriens qui s'orientent à l'auto-emploi. Et dans le même temps, nous avons remarqué, selon les opinions, que la proportion des répondants est en baisse dans le secteur privé, dans le secteur des ONG. La restitution des résultats de l'enquête est jugée nécessaire pour la construction de la nation, selon les représentants des organisations de société civile, des partis politiques et des ministères. Ces résultats nous ont permis de savoir que s'il y a des points de faiblesse dans certains secteurs, on a noté des avancées quand même par rapport à l'opinion que se fait la population sur un certain nombre de secteurs tels que la sécurité, l'emploi, la question du genre. Pour le ministère du Plan et du Développement, dans la mise en œuvre du Plan national de développement 2016-2020, ces indicateurs pourraient être intéressants pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. L'enquête d'opinion du Centre de recherche et de formation sur le développement intégré s'est déroulée sur toute l'étendue du territoire et a porté sur un échantillonnage de 1200 citoyens ivoiriens. Ce centre se veut également comme un cadre de renforcement de capacité des décideurs pour une Côte d'Ivoire émergente. Voilà une victoire qui fait du bien à l'équipe de football de Côte d'Ivoire et à son sélectionneur Marc Wilmots. La sélection ivoirienne est repassée en tête du groupe C devant le Maroc en éliminatoire de la Coupe du Monde 2018. Hier samedi 2 septembre, les Ivoiriens se sont imposés 3-0 à Libreville, laissant ainsi peu d'espoir de qualification en Russie au Gabonais. Sébastien Wagner. Dominé depuis l'entame de la rencontre, le Gabon plie mais ne rompt pas, à l'image de ses occasions vendangées par Salomon Kalou à la 11e et à la 31e minute de jeu. La domination ivoirienne est stérile jusqu'à la pause. 10 minutes après le retour des vestiaires, Max-Alain Gradel prend ses responsabilités. Il passe la défense gabonaise en revue avant de battre Yves Bitseki d'une frappe croisée. La Côte d'Ivoire est lancée. Yao Kwasi Gervais choisit la 76e minute pour adresser une passe à Doumbia Seydou. Entre deux défenseurs, l'attaquant ivoirien ne tremble pas. La Côte d'Ivoire mène 2-0 et ce n'est pas encore fini. Le duo Gervinho et Doumbia Seydou récidive. Le capitaine ivoirien offre un bijou à son compère d'attaque qui inscrit son deuxième but personnel de la rencontre. 3-0, score final. Cette victoire permet à la Côte d'Ivoire de s'offrir la tête de la poule C avec 7 points en attendant le match retour le mardi au Stade de la Paix à Bouaké. Et après cette victoire précieuse pour la Côte d'Ivoire, notre envoyé spécial sur place a pu arracher quelques mots à Marc Wilmots, l'entraîneur et le capitaine des éléphants. On les écoute. On avait pris 8 buts les 2 derniers matchs. Là, on a vu qu'on a tenu. Cette défense, on a donné très peu d'occasions et on s'en est créé 5 en première mi-temps. Il manquait que les buts. Il fallait un match avec beaucoup de patience. Ce qu'on a eu, je crois que je dois féliciter tous les joueurs pour l'investissement, pour le collectif, pour ce qu'ils ont donné aujourd'hui. Maintenant, très clairement, on n'a rien. On n'est nulle part. On a gagné un match, puis il y en a un dans 72 heures. Ce qui veut dire qu'on va vite retourner à la maison, boire, manger et certainement se reposer pour le match de Bouaké
qui sera un match très important. Nous sommes restés sur le même rythme en première période. Comme le coach l'a souligné, je pense qu'on a fait une bonne première période. Il manquait juste le but. On a été patient et après il y a ce but qui est arrivé. Une fois qu'on marque, après il y a tout déclenche. Nous sommes une équipe qui joue au foot, donc on a besoin de beaucoup d'espace. C'est ce qui est arrivé après le premier but. On a pris du plaisir à jouer offensivement et le plus important pour nous c'était défensivement. On a défendu ensemble et puis après offensivement, je pense qu'il n'y a pas de doute à avoir dans cette équipe. Il y a beaucoup de qualités au niveau offensif. Propos recueillis par Sébastien Ouogna. Elle avait marqué les esprits début août en remportant 2 médailles d'argent sur le 100 mètres et le 200 mètres dames lors des championnats du monde d'athlétisme à Londres en Angleterre. L'Ivoirienne Marie-Josée Talou est arrivée hier samedi soir 2 septembre à Abidjan et la sprinteuse de 28 ans a été chaleureusement accueillie à l'aéroport par ses soutiens. Le reportage de nos confrères de RTI Sport. Grande mobilisation des chefs traditionnels gourous du district d'Abidjan pour accueillir à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny leur fille, Talou Marie-Josée, vice-championne du monde des 100 et 200 mètres et médaillée d'argent de la Ligue des Diamants. Un accueil familial et officiel de la République représenté par le ministre des Sports et Loisirs, François-Albert Amicha, venu dire Akwaba à la fille de Zougounefla et lui porter le message du président de la République. Le chef de l'État qui est rentré de voyage avant-hier avec M. le Premier ministre ont laissé des instructions au ministère des Sports et des Loisirs afin que dans les prochains jours, des propositions soient faites pour qu'une réception officielle soit organisée à votre endroit. Et vous savez tous que le chef de l'État, quand il reçoit un athlète qui a su porter haut le prestige de la Côte d'Ivoire, il se montre très généreux. Heureuse de l'accueil que lui a réservé ses compatriotes, Talou, la gorge nouée, a remercié l'ensemble des Ivoiriens pour leur soutien constant. Vraiment, je remercie Dieu et tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui ont prié pour moi, ma famille, mes amis, toute la Côte d'Ivoire en général. Là, je n'ai pas de mots parce que je suis au bord des larmes parce que je ne m'attendais pas à cet accueil. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont derrière, qui me soutiennent, qui prient pour moi, mes papas, mes mamans et tout. En attendant d'être reçu par le chef de l'État, Alassane Ouattara, Talou peut profiter d'un repos bien mérité. Les populations sont donc sorties nombreuses pour accueillir la championne. Nos reporters, eux, ont tendu le micro à quelques personnes sur place. On écoute quelques réactions. Nous sommes satisfaits, nous sommes contents. Et cette joie est pour toute la Côte d'Ivoire. Non seulement pour le gourou, mais c'est pour toute la Côte d'Ivoire. Talou nous a grandi la Côte d'Ivoire. Le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité est très fier de pouvoir recevoir Talou. Vous avez vu tout ce monde. C'est pour que Talou soit vraiment un modèle pour toutes les femmes, pour que toutes les jeunes filles se battent, pour que enfin la voix de la femme puisse porter. C'est un jour historique pour la Côte d'Ivoire parce qu'on est en train de l'athlétisme glane des médailles chaque fois. Et en tant que responsable de l'athlétisme de Côte d'Ivoire, un des responsables passionnés, il était normal que je vienne aussi prendre part à l'honneur qui est rendu à notre championne. Nous avons été des anciennes athlètes à cette époque-là. On n'avait pas eu la chance d'avoir des médailles qui puissent nous permettre d'être célébrés. Et aujourd'hui, ce que nous vivons, vraiment, nous ne pouvons que remercier le président de la République. Il faut reconnaître que les plus jeunes sont en train d'avancer et nous devrons être là pour les aider et en conseil et en présence pour qu'ils aillent de l'avant. Autre chose, à présent, la première édition du Festival de Niablé a démarré le 30 août dernier. Une lucarne pour les fils et filles de cette sous-préfecture pour célébrer la culture locale et la diversité culturelle. Danse traditionnelle, concours culinaire, parade de jeunes filles à moto, prestations d'artistes, foire commerciale et bien d'autres activités rythment ce festival qui prend fin ce dimanche. On retrouve Issaïo. Niablé, localité située à 28 km d'Abengourou et 3 km de la frontière ghanéenne, a désormais son festival. Le festival de Niablé qui dure 5 jours est l'occasion pour les populations de célébrer la culture locale et la diversité culturelle.
Défilé des majorettes, parade des jeunes filles à moto, concours culinaires et bien d'autres activités rythment ce festival qui connaît un engouement auprès des populations. Pour les organisateurs et autorités, le festival de Niablé est une opportunité pour le peuple Agni de s'ouvrir aux autres sensibilités culturelles. Avec le concours du chef canton, du conseil municipal, des autorités administratives et des cadres de la cité des lauréats, nous sommes parvenus à réaliser un rêve, celui d'organiser un festival culturel et commercial digne de Niablé. C'est un festival comme les autres festivals, mais pour essayer de montrer qu'on peut être dans une frontière et réussir à vivre ensemble. Organiser un festival qui regroupe toute une population cosmopolite qui est à la frontière avec une autre population, c'est de pouvoir converger tout ce qui est culture, tradition, coutume pour un enrichissement pour le développement de Niablé. Le festival de Niablé, c'est aussi sa foire commerciale. Une opportunité pour vendeurs et acheteurs de faire de bonnes affaires. Il y a plein de trucs qui sont venus hors de la Côte d'Ivoire. On est en train de voir, c'est pour dire qu'en Côte d'Ivoire, on est social, on vit ensemble, on vit en parfaite harmonie. Ce festival, que ce ne soit pas pour la première fois, que ce soit au niveau international. Il y a tout à Niablé, il y a tout. Vous voyez, il y a tout ce qu'on vend ici. Sur une foire commerciale, c'est bien beau, il y a tout, il y a galettes, il y a tout. Vous voyez vous-même, vous voyez ce qu'on vend. Le festival de Niablé changera de nom à la 2e édition. Il s'appellera le Festival des frontières. Venons-en à la journée chrétienne de transfusion sanguine, une activité organisée par les chrétiens célestes de la commune de Yopougon en collaboration avec une ONG. Une manière pour ces religieux de suivre les pas du Christ qui a donné son sang pour sauver l'humanité. L'action s'inscrit dans le cadre de l'organisation de la 21e fête de moisson de l'église céleste Temple la Bonne Semence de Yopougon, Petit Toit Rouge. Fidèle Aigné, Patricia Omouetia. Les chrétiens célestes de la commune de Yopougon ont donné leur sang à l'occasion de la journée chrétienne de transfusion sanguine initiée par l'ONG Le Cœur Assistance Secours. Pour les fidèles de cette communauté religieuse, il s'agit d'imiter le Christ pour sauver des vies. Nous faisons ce don de sang parce que nous savons que le Christ spirituellement a donné son sang pour sauver la vie, pour nous sauver. Donc à l'instar de ce qu'il a fait, c'est vrai, nous ne sommes pas Jésus-Christ, mais nous aussi nous donnons notre sang pour sauver des vies humaines. C'est une œuvre de bienfaisance. Voilà. L'Église enseigne le partage et il est donc important de donner un peu de son sang pour sauver une vie quelque part. Il y a un mois, jour pour jour, j'ai mon collègue et voisin de quartier qui a perdu sa fille à cause de l'anémie. Moi, personnellement, ça m'a fait prendre conscience parce que s'il y avait suffisamment de sang, on aurait pu sauver la fille. Le sang, ce liquide biologique vital, est rare à la banque de sang, selon le Centre national de transfusion sanguine. Le besoin est énorme, un appel est donc lancé à la population. 10 personnes qui vont à la banque de sang pour le sang, peut-être que c'est 2 qui vont en avoir, ou une personne qui va en avoir. Donc vous voyez un peu, le déficit il est énorme. J'en profite également de l'occasion pour pouvoir lancer un appel à la population. Donnons notre sang, c'est important pour sauver des vies. La journée chrétienne de transfusion sanguine a été organisée en prélude à la 21e édition de la fête de moisson de l'église du Christianisme céleste, paroisse La Bonne Semence de Yopougon. La traditionnelle célébration eucharistique de l'Assomption s'est déroulée à la prairie du sanctuaire de Lourdes. L'occasion a été choisie par Nicolas Brouet, évêque de Tarbes et de Lourdes, pour inviter les chrétiens à laisser Dieu conduire leur vie. Grâce Kando. La prairie du sanctuaire de Lourdes. Ce sont des milliers de pèlerins de toutes nationalités, de toutes langues qui ont pris part à la célébration de l'Assomption de la Vierge Marie, la mère de toute grâce qui monte au ciel. Cette année encore, des centaines de prêtres, d'évêques ont pris part à la procession sous les ovations des fidèles.
C'est l'évêque de Tarbes et de Lourdes, Monseigneur Nicolas Brouvet, qui a présidé cette célébration eucharistique. L'évêque de Tarbes et de Lourdes a saisi cette occasion pour inviter les chrétiens à adopter deux attitudes. Exprimer sa joie de marcher à la suite de la Vierge Marie, commencer sa journée par la louange au Seigneur qui fait toutes choses nouvelles, mais surtout d'accepter de faire silence pour laisser parler Dieu. Les fidèles chrétiens ont également prié pour les chrétiens persécutés, pour les familles en difficulté, pour la jeunesse en quête d'identité et surtout pour la paix dans le monde. La Côte d'Ivoire a besoin de vivre en paix, ses enfants ont besoin de vivre en paix pour que le développement se fasse. Et je pense que Dieu lui-même ici, au contact de sa maman, apportera cette paix à la Côte d'Ivoire. Donc nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire, nous prions pour les familles, nous prions pour les personnes qui habitent en Côte d'Ivoire. Si nous ne nous acceptons pas les uns les autres, si nous refusons de partager notre temps, notre amour avec notre frère, notre soeur, on ne pourra pas avoir la paix. Alors si on veut avoir la paix, il suffit simplement que de notre bouche sortent des paroles simples. Je suis venue à Lourdes pour prier pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Je suis venue pour prier pour que tous et toutes nous nous entendions dans la Côte d'Ivoire pour que la vie soit heureuse. Le sanctuaire de Lourdes est l'un des premiers lieux de pèlerinage au monde. Chaque année, il accueille environ 5 millions de visiteurs. Les pèlerins musulmans ivoiriens, eux aussi, ont validé leur Hajj en respectant le circuit cultuel du pèlerinage tel que demandé par Allah. Après l'étape de la Mecque, ils se sont rendus au pied du mont Arafat, puis à Mina pour la lapidation des stèles représentant Satan, avant de terminer l'acte de foi à la Kaaba. Koné Pargassoro, notre envoyé spécial en Arabie Saoudite. Les pèlerins ivoiriens, dans leur tenue de sacralisation, se sont rendus au pied du mont Arafat en vue de valider leur Hajj. Sur le chemin, des pèlerins d'une autre nationalité expriment leur fierté au peuple ivoirien. À côté, des personnes de bonne volonté distribuent de la nourriture et des rafraîchissements aux fidèles. Il faut assez d'énergie pour se rendre au sommet de la montagne. Une fois arrivés, pèlerins ivoiriens, tout comme ceux venus du monde entier, multiplient prières et adorations, mais surtout se repentent auprès du Tout-Puissant afin qu'il expie leurs péchés. L'acte qu'Adam a posé peut être considéré comme un acte de transgression par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Sitôt il s'est repenti et Allah subhanahu wa ta'ala a accepté son repenti. Après la station d'Arafat, direction Mouzdalifa, une autre étape très importante pour les pèlerins. Ils doivent dormir à la belle étoile sur des nattes, des cartons ou à même le sol. Le rang social ici n'a aucune importance parce que tous égaux devant Dieu. C'est l'humilité. À partir de là, nous tirons des leçons pour dire que nous sommes tous des humains, des créatures de Dieu. À ce niveau-là, il n'y a pas de titre. Tout le monde est à la même enseigne. On vit la même réalité. Je pense que ça dénote également de la capacité de notre religion à nous mettre sur le même pied d'égalité. Le jour levé, le drapeau devant, les pèlerins mettent le cap sur Mina pour la lapidation de la petite, la moyenne et la grande stèle représentant Satan. Au temps d'Abraham, quand il venait avec son fils, Satan est venu se présenter à son fils. Puis il a dit à son papa qu'il y a un méchant qui me dit de ne pas suivre, que tu vas aller me tuer. Il a dit à son fils de prendre des cailloux pour le lapider. À ce titre-là, tous les musulmans effectuent le pèlerinage et l'obligent d'aller lapider les satans. Déterminés à en découdre avec le diable pour ses méfaits, les pèlerins pendant 3 jours ont à travers la lapidation des stèles montré leur soumission à Dieu et leur dédain pour Satan. Je suis très soulagée. On espère vraiment que Dieu a exaucé nos prières et qu'il nous a vraiment pardonné. Que le Satan nous quitte nos familles, quitte la Côte d'Ivoire pour que celle-ci retrouve sa sérénité. Toutes ces étapes du circuit culturel pour la validation du Hajj ont été couronnées par la circumambulation, les 7 tours autour de la Kaaba, mais aussi par les 7 tours entre les monts Al-Safa et Al-Marwa. Des tours marqués par le Zamzam, cette eau céleste offerte par Dieu à l'épouse d'Abraham en plein désert montagneux. Ici en Côte d'Ivoire, dans le cadre de sa mission de promotion de loisirs sains, le ministère des Sports et des Loisirs a organisé un centre aéré d'État au bénéfice de 80 enfants de la commune de Yamoussoukro. Âgés de 0 à 15 ans, les colons ont partagé les valeurs de tolérance, de partage, d'esprit d'équipe et de cohésion sociale autour du thème « La protection de l'environnement, un devoir pour tous ». Soro Corona et Kader Sogodogo, RTI Boaké. Découvrir, se découvrir.
Être solidaire, accepter les autres et développer sa personnalité. Telles sont les valeurs voulues par le centre aéré d'État. Ces 80 enfants de la commune de Yamoussoukro ont partagé ces valeurs au cours de ces vacances scolaires. Ce centre aéré d'État permet aux enfants d'acquérir également le goût de l'effort, la tolérance, l'esprit d'initiative et de créativité. Grâce à ce centre aéré, il y a des enfants qui étaient timides, par exemple, à la maison, qui sont sortis de leur coquille. Donc ça a apporté beaucoup aux enfants. À travers cette initiative, la direction des loisirs du ministère des Sports et des Loisirs veut vulgariser sa politique de loisirs des enfants du pays. On inculque à l'enfant des valeurs sociétales. Et ces valeurs sociétales sont apprises par l'enfant de façon ludique. Et donc l'enfant qui en sort, s'il avait des mauvais comportements par rapport à l'environnement, par exemple, il va désormais faire attention et savoir comment entretenir son environnement social comme son environnement aussi physique. Le centre aéré d'État de Yamoussoukro a eu le soutien des cadres de la localité. À la cérémonie de clôture, les enfants ont démontré leur savoir-faire. Sketch, prestations artistiques, travaux manuels et conférences ont été les temps forts du Centre aéré d'État 2017 de Yamoussoukro. Le Centre aéré d'État 2017 avait pour thème la protection de l'environnement, un devoir pour tous. Ce thème a permis aux colons d'être des protecteurs de l'environnement et des acteurs de sensibilisation sur la destruction de la forêt ivoirienne. Nous sommes à présent dans le magazine du dimanche et nous sommes avec Mamadou Fofana, le directeur de la stratégie, de la planification et des statistiques au ministère de l'Éducation nationale. Depuis quelques années, le ministère a lancé les inscriptions en ligne, une mesure qui vise à maîtriser les effectifs scolaires. Pourtant, l'on note souvent une méconnaissance du processus chez certains parents d'élèves, d'où le manque d'engouement. Suivons ce reportage et on reviendra ensuite pour échanger. Les inscriptions en ligne pour la rentrée scolaire 2017-2018 ont débuté depuis le 5 juillet dernier. Dans cet établissement secondaire situé dans la commune de Bingerville, on peut le constater. Un particulier y a même pris ses quartiers pour assurer le service. Au niveau de l'établissement, je sais qu'il y a plusieurs élèves qui font les inscriptions en ligne. Donc j'ai décidé de m'installer ici pour qu'il ait la proximité. Parce qu'il y a des parents qui viennent qui n'ont déjà pas fait les inscriptions en ligne, qui viennent au niveau de l'établissement, quand on leur demande de faire des inscriptions en ligne, ils sont obligés d'aller ailleurs. Je me suis installée ici, là, en cas de besoin, pour faire ça sur place. Il y a très peu d'engouement. Franchement, j'ai commencé le 24. Les parents ont commencé à venir un peu plus. Sinon, les autres jours, c'était pas ça. Selon le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, les inscriptions en ligne visent à maîtriser les effectifs scolaires. Un nouveau mode auquel adhèrent bon nombre de parents. Avec vraiment l'inscription en ligne, je pense que c'est très bon. Ça fait maintenant 2-3 ans que je le fais. Je crois que c'est plus pratique. Il n'y a pas d'inconvénient. Il suffit juste d'aller peut-être dans un cyber quelque part, ou bien de son portable, taper, et puis c'est tout. Tu payes, tu fais le tirage et tu viens simplement inscrire l'enfant. C'est plus facile et c'est bon. Si le faire paraît aisé pour certains, force est de constater que cette réforme suscite des débats chez d'autres qui estiment que l'inscription en ligne est inadaptée aux réalités du terrain. On pensait qu'en inscrivant l'enfant en ligne, ça allait résoudre. Mais il se trouve qu'on fait l'inscription en ligne, on vient faire le rang, mais ce n'est pas réglé. Depuis matin, nous sommes là. Cependant, l'inscription en ligne n'exclut pas toutefois celle dans les différents établissements. L'inscription en ligne, c'est une très bonne chose. Et c'est quelque chose même que nous devons pérenniser pour la bonne marche de l'éducation nationale. Mais l'inscription à l'école, on peut considérer comme c'est une préinscription. Et l'inscription à l'école pour des documents afférents à l'enfant, c'est très important aussi. Donc il ne faut pas qu'il fasse l'amalgame de l'inscription en ligne, la procédure d'inscription dans l'établissement où il y a des documents qu'on doit remplir. Les inscriptions en ligne prendront fin le 7 septembre prochain sur toute l'étendue du territoire national, selon le ministère. Ce sont près de 2 millions d'élèves dont les inscriptions sont attendues cette année, contre 1 800 000 l'année dernière. Les frais restent inchangés. Ils sont de 3 000 francs CFA pour les élèves du privé et de 6 000 francs CFA pour ceux du public. Alors, M. Fofana, depuis 2012, le ministère a initié l'inscription en ligne. Aujourd'hui, quel bilan? Merci, M. Diaby. Au nom de Madame le ministre de l'Éducation nationale, je suis sur ce plateau aujourd'hui pour parler des acquis de l'inscription en ligne. D'accord. Déjà en 2012, Madame le ministre a initié l'inscription en ligne en 2012. Aujourd'hui,
pour voir que l'inscription en ligne porte effectivement, aujourd'hui, nous faisons aisément tout ce que nous voulons dans nos écoles. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'aujourd'hui, avec l'inscription en ligne, nous sommes parmi les précurseurs. Et régulièrement, il y a des gens qui viennent ici, des pays qui se déplacent, pour venir s'inspirer de notre modèle de l'inscription en ligne. Je peux citer pêle-mêle le Congo, le Rwanda, le Togo, le Bénin. Et même l'année dernière, nous avons reçu un émissaire de Bill Gates Foundation qui est venu s'inspirer de notre modèle d'inscription en ligne pour le répliquer en Tanzanie. Vous êtes même souvent invité à l'extérieur pour des partages d'expériences. Oui, nous avons été invités à l'Institut international de planification en éducation de Paris pour partager l'expérience de l'inscription en ligne avec d'autres pays qui veulent bien faire comme la Côte d'Ivoire. D'accord. Et quels sont les objectifs de l'inscription en ligne? Les objectifs de l'inscription en ligne, c'est d'abord de faciliter la gestion des informations scolaires. Vous voyez devant moi une pile de documents. Aujourd'hui, avec l'inscription en ligne, nous sommes capables de produire nos données statistiques en temps réel, ce qui n'était pas le cas autrefois. Il fallait atteindre N-1, N-2 ou bien N-3. C'est-à-dire 3 ans après. 3 ans après, c'est-à-dire que quand on a besoin des informations de 2017... Il faut 2020 pour les avoir. Il faut 2020 pour les avoir. Ce n'était pas du tout facile, ce n'était pas aisé. Aujourd'hui, nous sommes l'un des rares pays parce que nous faisons l'inscription en ligne, nous avons les informations plus facilement et ce qui fait que nous arrivons à faire un traitement dans un laps de temps. Et ce qui est très important, et ça fait qu'aujourd'hui, nous avons une base de données. Une base de données élèves avec des photos. Donc, on ne peut plus mélanger et on ne peut plus affecter le nom de M. Diaby Hamza à M. Mamadou Fofana. Ce n'est pas possible. Donc, aujourd'hui, tous les élèves de Côte d'Ivoire ont un nom et une photo dans une base de données avec toutes les informations afférentes à leur parcours dans votre base de données. Oui, dans notre base de données, tous les élèves avec toutes les informations sur les parents, sur le numéro de l'extrait d'acte de naissance, etc., etc. Donc, on ne peut pas aujourd'hui tricher avec le système scolaire. Aujourd'hui, tout est sécurisé. D'accord. On ne pourrait pas avoir, par exemple, de recrutement parallèle. Non, les recrutements, ça c'est un vieux souvenir. Ça c'est un vieux souvenir. D'accord. On ne peut pas avoir de recrutement parallèle. Ceux qui le font, c'est que vraiment, ils sont téméraires. Ils sont téméraires et ils sont forcément pris. Voilà, ne s'amuse pas avec ça. D'accord. Voilà. Vous rencontrez forcément des difficultés? Oui, ça c'est sûr. D'accord. Nous rencontrons des difficultés, c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on l'a dit dans l'élément, l'inscription en ligne a été lancée depuis le 5 juillet. Depuis le 5 juillet. Et nous voyons que les parents traînent encore les pas à inscrire leurs enfants. Alors que la rentrée, c'est le 11, et nous devons boucler les inscriptions le 7 septembre pour permettre aux établissements de s'organiser, de pouvoir mettre les enfants dans les salles de classe, etc., etc. Tout à l'heure, on a vu dans l'élément filmé où on disait que rien n'avait changé. Non, beaucoup de choses ont changé et nous le savons, beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, l'inscription physique est obligatoire. Lorsqu'on a fini de faire l'inscription en ligne, avec son reçu, parce que tant que vous n'avez pas le reçu, vous ne pouvez pas faire l'inscription en ligne dans l'établissement. Il faut forcément d'abord le reçu avant d'aller en établissement. Et lorsque vous allez en établissement, l'établissement doit valider pour dire tel élève est bel et bien dans mon établissement. Ouais. Et c'est à partir de là que nous confectionnons une carte d'identité sécurisée pour cet enfant-là. Et avec cette carte d'identité, à l'ambassade, on peut lui demander cette carte d'identité à l'ambassade lorsqu'il veut voyager. On lui demande la carte d'identité pour l'achat de la carte de bus. Et même pour des réductions dans certaines librairies, on leur demande la carte. Est-ce qu'ils ont, par exemple, accès à la liste de ces librairies-là pour y faire un tour à la rentrée? Si, ils ont accès. Sur un site Internet? Lequel? Sur notre site, comment on appelle, www.ministère
men-dss.org. Ils ont l'information, ils peuvent la voir. D'accord. Vous dites que l'inscription en ligne cette année, ça a lieu jusqu'au 7 prochain, le 7 septembre. Oui. Qu'est-ce qui arrive alors aux élèves qui seront hors délai? Les élèves qui seront hors délai, malheureusement, comme nous le constatons chaque année, ceux qui sont hors délai, souvent, n'arrivent pas à passer les examens. Les premières années, il y avait beaucoup plus d'élèves. Mais malheureusement, nous constatons qu'il y a quelques élèves encore qui n'arrivent pas à passer les examens parce que, d'abord, les parents ne suivent pas toujours les consignes. On leur demande de faire individuellement les inscriptions en ligne, mais ils préfèrent aller dans les établissements qui ne sont pas souvent validés par nos structures. Comment ils peuvent le savoir pour ne pas s'y rendre, justement? Oui, chaque année, il y a la carte scolaire. D'accord. On présente la carte scolaire. Cette année, par exemple, dans le primaire, il y a 4070 salles de classe qui vont ouvrir pour le primaire. D'accord. Nous savons qu'il y a une vingtaine de collèges qui doivent ouvrir. Et chaque année, la direction de l'encadrement de l'enseignement privé publie la liste des collèges qui sont autorisés, ouvre la liste, donne cette liste-là, et tout le monde peut consulter cette liste. D'accord. Voilà. D'accord. Et cette inscription en ligne, elle concerne qui? Les élèves du privé, du public, les élèves en cours du jour, en cours du soir? L'inscription en ligne concerne d'abord le public et le privé. Et ensuite, une partie des cours du soir, c'est-à-dire le CNPTE. Les CNPTE, les cours du soir qui sont publics, il y en a 3. Il y en a à Boaké, Daloa et Abidjan. Ceux-là font l'inscription en ligne également. Mais les autres cours parallèles ne font pas. Eux, ils présentent les examens en candidature libre. On entend souvent que l'inscription en ligne, c'est juste pour prendre de l'argent aux parents d'élèves, oui. Alors que vous dites le contraire. Vous dites même que c'est une chance pour la Côte d'Ivoire, l'inscription en ligne. Je crois que c'est une chance, et tout le monde le sait aujourd'hui, c'est une chance. Bon, cela se voit par rapport à tous ceux qui partent ici, tous ceux qui viennent s'inspirer de notre modèle. L'inscription en ligne, ça dit ce que les gens voient, c'est tout de suite l'argent qui est payé. Alors que nous ne voyons pas l'argent qui est payé tout de suite, nous voyons toutes les informations que nous collectons en arrière de l'inscription en ligne. C'est vrai que cet argent est une manne financière pour les établissements. Et comment c'est géré, ces fonds? Voilà, parce que ces établissements, lorsque l'inscription en ligne est faite, il y a une clé de répartition et les établissements reçoivent cet argent-là pour pouvoir gérer les établissements dès la rentrée scolaire. Parce qu'à la rentrée scolaire, le budget n'est pas disponible. Le budget qui est là est déjà épuisé. Il faut attendre souvent en janvier pour avoir les premières notifications et peut-être en avril pour les engagements. Donc, on ne peut pas attendre tout cela sans que l'école n'attend pas. L'école, lorsqu'on dit septembre, tout le monde doit partir à l'école. Parlez-nous en 2-3 mots du nouvel outil qui est dénommé École Média. Oui, on ne pouvait pas parler aujourd'hui d'inscription en ligne sans parler de École Média parce que ces deux outils sont intimement liés. Quels sont les avantages? Qu'est-ce que c'est déjà? École Média, c'est un outil de gestion des établissements scolaires. C'est-à-dire que désormais, comme l'inscription en ligne, au début on nous a dit mais ce n'est pas possible, l'inscription en ligne, on ne peut pas faire ça en Côte d'Ivoire, il n'y a pas assez de réseau. Aujourd'hui, avec l'inscription en ligne, lorsque nous serons à la fin de École Média, chaque parent, depuis la maison, pourra voir les notes de ses enfants directement. Ah oui. Oui, pourront voir directement les notes de ses enfants. Ils pourront voir tout ce que l'enfant fait dans l'école. Est-ce qu'il est parti à l'école aujourd'hui? Est-ce qu'il n'est pas parti? Tout cela, on pourra le voir facilement. C'est donc une révolution. C'est une vraie révolution. Merci. Et qui vient accompagner l'inscription en ligne, qui est déjà une innovation. Merci. Merci, M. Fofana. Mamadou Fofana, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur de la stratégie, de la planification et des statistiques au ministère de l'Éducation nationale. Avec vous, nous avons parlé du processus de l'inscription en ligne, de l'acquisition de la carte d'identité scolaire, de la plateforme École Média. Merci encore.
Avant de nous quitter, l'actualité, un mot de l'actualité internationale en bref et en images. Au Kenya, la Cour suprême a annoncé vendredi l'annulation de la présidentielle du 8 août et ordonné la tenue d'une nouvelle élection dans un délai maximal de 60 jours. La coalition de l'opposition NASA ainsi que son candidat Raila Odinga ne cachent pas leur joie. En revanche, dans les rangs du jubilé, le parti du président sortant, la colère gronde même si l'on se plie au verdict de la Cour. Uhuru Kenyatta s'est exprimé hier samedi devant les élus de son parti et a durci le ton à l'égard des magistrats de la Cour suprême. Pyongyang a testé ce dimanche une bombe à hydrogène, un essai qui s'est révélé être une réussite selon les autorités, qui ajoutent que l'engin peut être monté sur des missiles à longue portée. La Corée du Nord affirme donc avoir réussi à faire exploser cette bombe thermonucléaire miniaturisée à 2 étages, capable de frapper un autre continent, sous-entendu les États-Unis. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 13h. Merci pour votre aimable attention.